3 mâts, il a 4 mâts, puisque le mât de Beaupré à l'avant, qui n'est pas vertical, n'est pas comptabilisé quand on parle de la mâture d'un bateau. 2000 m² de voilure, et peut-être que certains ont pu admirer la pose des voiles, puisqu'on est en train de les installer sur le bâtiment. Une coque en chêne, je dirais à 99,9% de chêne, 17 voiles qui sont toutes réalisées dans leur finition à la main, des voiles en lin. La grand voile, par exemple, ça fait 500 kg, il faut 30 personnes pour la ferler. Vous voyez, on ne se facilite pas trop la tâche. Un gréement d'environ 25 km de cordage en chanvre de manille, pas en chanvre traditionnelle, mais en chanvre de manille. En tout cas, un gréement en fibre naturelle, ce qui est particulièrement exceptionnel. Il doit y avoir peut-être 3 navires avec ce type de gréement. Il y a le Godboard, nous, et puis peut-être un autre bateau, mais en tout cas, c'est totalement exceptionnel. Bien. Bonjour, je m'appelle donc Emmanuel de Fontaigneux, je suis le directeur de la partie Centre international de la mer dans laquelle nous sommes, la partie sud de la Corvée royale. Je suis également administrateur de l'association La Mer de Lafayette et par ailleurs historien. J'ai beaucoup travaillé sur le 18e, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de la marine de guerre en bois. Cela dit, c'est une question absolument passionnante que je vais essayer d'aborder avec vous ce soir. On travaille avec toute l'équipe de la corderie sur le chantier de l'Hermione. C'est d'une part de gérer l'accueil du public, donc la billetterie, le guidage, parfois les animations. Je suis très impliqué sur toutes les dimensions culturelles du projet, qui sont assez nombreuses. Depuis 20 ans maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur les questions historiques qui ont permis de reconstruire ce bateau tel qu'il est. Alors, je n'ai qu'un véritable privilège, mais celui-là, j'y tiens beaucoup, c'est que je suis là depuis le début. Je suis arrivé ici en août 93, et la première conférence de presse de lancement du projet a été organisée dans cette salle en septembre 93. Et à titre personnel, j'avais d'ailleurs quitté Paris pour ça. Voilà, alors, je vais donc vous parler d'histoire, et une manière un peu particulière de parler d'histoire. La question qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment la construction de l'Hermione d'origine a pu déterminer la construction de notre Hermione d'aujourd'hui. Alors que sait-on de l'Hermione d'origine? Quelle méthode a-t-on utilisée pour gérer les nombreuses incertitudes historiques qui se sont présentées pendant 20 ans? Quelle est la place relative de l'histoire, au fond, dans le process de construction, de conception et même de fabrication du bateau? Bon, je ne vous parlerai pas de la vie de Lafayette, d'ailleurs M. Villiers le fera beaucoup mieux que moi, ni même de la vie du bateau au large des côtes américaines, pourtant l'histoire est passionnante, ni même encore de l'histoire tout aussi passionnante de l'arsenal de Rochefort à cette époque. Mon problème, c'est de savoir, au fond, ce qu'on met derrière le mot réplique. On parle de l'Hermione comme d'une réplique. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On parle d'une reconstruction à l'identique. Qu'entend-on par là? Vaste débat. Je vais essayer d'être le plus précis possible, de parler à partir d'exemples. Et au fond, mon but, ce serait d'arriver à vous faire toucher du doigt la difficulté qu'il y a eu souvent à prendre la bonne décision technique. Parce que le chemin décisionnel n'était pas si simple en définitive. Alors, trois parties dans mon propos. On va parler d'abord des principes de la construction. Ensuite, j'aborderai les problèmes liés de manière plus pratique au chantier. Et pour conclure, je vais m'arrêter là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce bateau, finalement, et contrairement à ce qu'on a pu nous dire, on a entendu énormément de choses sur le chantier, vous n'y arriverez jamais, vous n'aurez jamais l'argent, vous ne trouverez pas les bois, vous n'aurez pas l'autorisation de naviguer, j'en passe les meilleurs. Le bateau est bien construit, il flotte. Vous constaterez d'ailleurs que la coque est étanche. On a pris un luxe de précaution absolument inouï. Moi, j'ai la conviction que ce bateau est probablement beaucoup mieux construit aujourd'hui qu'il n'était construit à l'époque. Notamment parce que la qualité des bois a été contrôlée dès le départ, ce qui n'était pas toujours possible au XVIIIe siècle. Je passe sur les échantillonnages qui ont été parfois surdimensionnés, le boulonnage, etc. On peut dire, en conclusion, qu'au sein des répliques navigantes de cette taille, je pense aux Rose, aux Göteborg, à l'Endeavour des Australiens, etc.,
c'est sans doute le bateau dans lequel le souci de l'histoire a été poussé le plus loin. Et pour terminer, j'ai parfois des discussions intéressantes avec les puristes du patrimoine qui ont beaucoup de mal avec l'Hermione, parce que pour eux c'est un ovni, c'est une réplique. Alors, est-ce qu'on peut le considérer comme un élément de patrimoine ou pas? Aujourd'hui, c'est une réplique, donc on n'a pas eu de financement de la part de l'État pour nous aider à construire le bateau. C'est assez normal, au fond, l'État réserve son aide, ses soutiens aux bateaux classés monuments historiques. Mais j'ai la conviction que dans quelques années, ce bateau sera probablement considéré comme un élément de patrimoine digne d'être protégé. Alors, il sera peut-être inscrit, peut-être classé, et d'une certaine manière. Lafayette naît en 1757, son père meurt en 1759 comme colonel avec son régiment à la bataille de Minden. Et en fait, l'histoire aurait dû s'arrêter là, sauf que les deux frères de Mademoiselle de la Rivière, donc les Larivière, eux aussi militaires, meurent, l'un au combat, l'autre de maladie. Il ne reste donc plus que le petit Lafayette pour représenter et d'un côté la branche des Lafayette de l'autre côté, et d'autre part la branche richissime des Larivière. Bon, il y a une histoire qui court et qui est peut-être vraie. Lors d'un bal, Lafayette aurait piétiné les pieds de Marie-Antoinette, qui lui aurait fait une réflexion. Et comme vous savez qu'à cette époque-là, on a la langue très dure. Cette remarque aurait fait le tour de Paris. Bon, j'en doute beaucoup, mais enfin bon. Je dis ça parce que quand Lafayette a eu besoin d'argent pour habiller ses Virginiens aux États-Unis, il a donné des balles et il faisait payer aux Américaines le tour de danse avec lui. Donc, je crois que c'était un brillant danseur. Ou alors les Américaines adoraient se faire écraser les pieds. Il faudrait demander à Michelle Obama. Bon, enfin bref, vous avez compris. Il y a de l'anecdote amusante. Non, mais surtout, les lettres du banquier Cripps, car le banquier qui a acheté toutes les armes à Charleston, c'est aussi le banquier de Maurice. Et résultat, Lafayette, le lendemain, se présente au Congrès des États-Unis. C'est tout petit, le Congrès des États-Unis. Voilà la salle où on reçoit les gens. Hein. Il est reçu devant une quinzaine de personnes, à qui il prononce la phrase magique, que jusqu'à présent on a très mal interprétée. « Je viens servir à mes dépens ». Ça veut dire quoi? Il dit « Je viens servir sans solde », alors que les autres, eux, veulent servir avec solde. Calme, il veut des sous, etc. Mais Lafayette, il est on a dit multimillionnaire en France, mais d'autre part, il vient de faire un culbute avec son opération commerciale. Donc lui, que veut-il? Je veux être général. Bon, général, ça coûte pas cher, donc on le nomme général. Alors, une phrase juste là-dessus pour ne pas y revenir. Entre-temps, le Congrès des États-Unis a nommé Washington, et donc, quand les autres membres qui sont avec Lafayette viennent devant le Congrès des États-Unis pour dire « on vous présente Broglie », les Américains disent Broglie, c'est pas la peine, nous on a Washington. Et donc, une partie des gens qui étaient missionnés par Broglie reviendront en France, les autres resteront aux États-Unis. Alors, c'est là que le Congrès sait pas quoi faire avec Lafayette, mais c'est quelqu'un de prestigieux, qui voit quand même la reine régulièrement, et bien on se dit, on va l'envoyer dans les pattes de Washington. Washington, il a déjà 15 aides de camp, ça en fera un 16e, etc. Et c'est là que l'aventure de Lafayette commence. Parce qu'un père rencontre un fils rencontre un père, et ça c'est vrai, historiquement ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Hein. Donc Washington n'a pas d'enfant, Lafayette a perdu son père, il va y avoir une sorte de courant qui passe.